Mon frère m'a cassé les côtes. Maman a chuchoté, reste tranquille. Il a un avenir. Mais mon médecin n'a pas sourcillé. Elle a vu les bleus, a regardé Timmy et a dit, vous êtes en sécurité maintenant. Puis elle a décroché le téléphone. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 25 ans, et je ressens encore la douleur dans ma poitrine là où mon frère Kyle m'a cassé les côtes pendant ce qui aurait dû être un simple dîner de famille. La douleur physique était atroce, mais rien comparé au fait d'entendre mes parents me dire de ne rien dire à ce sujet. Ils se souciaient plus de protéger la réputation de Kyle que de mes os brisés. Mais mon médecin, une femme que je n'avais jamais rencontrée avant ce jour-là, a refusé d'être complice de leur dissimulation. Sa décision a tout changé. Avant de plonger dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Et si vous vous êtes déjà insurgé contre une injustice familiale, appuyez sur le bouton s'abonner. Vous n'êtes pas seul. Grandir à Oak Ridge, dans le Michigan, n'était pas exactement l'enfance idyllique que l'on voit dans les publicités télévisées. Notre ville comptait un peu moins de 15 000 habitants, le genre d'endroit où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et les apparences comptaient plus que presque tout le reste. C'est devenu le fondement des valeurs de ma famille, même si je ne m'en suis rendu compte que bien plus tard. Ma famille était composée de 4 personnes, moi, mon frère aîné, Kyle, et nos parents, Thomas et Nathalie Harris. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille américaine idéale. Mon père a bâti une entreprise de promotion immobilière prospère à partir de rien, et ma mère était très impliquée dans les organisations caritatives locales et les clubs sociaux. Nous vivions dans une vaste maison de style colonial dans le quartier le plus prestigieux de la ville. Nous allions à l'église le dimanche, partions en vacances en famille 2 fois par an, et nos cartes de Noël étaient des séances de photos professionnelles que ma mère passait des semaines à planifier. Mais à l'intérieur de notre maison, la réalité était très différente, surtout en ce qui concerne mon frère Kyle. Kyle a 3 ans de plus que moi, il a maintenant 28 ans. Et depuis mes premiers souvenirs, il avait ce que mes parents appelaient un peu de tempérament. Ce peu de tempérament signifiait que, lorsque nous étions enfants, il détruisait fréquemment mes jouets lorsqu'il était en colère. J'avais une collection de poupées en porcelaine que ma grand-mère m'avait offerte, et Kyle en a cassé 3 lors de diverses crises. À chaque fois, mes parents m'en achetaient une autre et me disaient de comprendre que ton frère a des émotions fortes. En vieillissant, l'agressivité de Kyle a évolué, passant de la destruction de mes biens à la destruction de mon esprit. Il m'insultait, me disait que j'étais stupide ou critiquait mon apparence. Lorsque je me plaignais à mes parents, il secouait la tête et minimisait en disant que les frères et sœurs sont comme ça. Ma mère me tapotait la main et disait, c'est comme ça que les frères et sœurs interagissent, Stéphanie. Tu dois te forger une carapace. Tout au long de notre enfance, il est devenu de plus en plus clair que Kyle était le préféré. Lorsque je rapportais des A, ma réussite était reconnue par un simple bon travail. Mais lorsque Kyle réussissait à obtenir un B dans une classe où il était en échec, mes parents nous emmenaient tous célébrer dans le meilleur restaurant de la ville. Lorsque j'ai été accepté à l'université du Michigan avec une bourse partielle, mes parents ont acquiescé avec approbation. Lorsque Kyle est entré à Michigan, c'était après que mon père ait fait un don considérable à leur école de commerce, ils ont organisé une fête pour lui et ont invité tout le quartier. Malgré tout cela, j'ai travaillé dur pour être la fille parfaite. J'ai choisi de faire médecine, même si ce que j'aimais vraiment, c'était l'art. Mes aquarelles étaient en fait plutôt bonnes, selon mon professeur d'art du lycée, qui m'a encouragé à postuler dans des écoles d'art. Mais mon père s'est moqué de cette idée, la qualifiant de passe-temps coûteux, pas de carrière. J'ai donc rangé mes pinceaux et repris mes manuels. La position de notre famille dans la communauté était primordiale pour mes parents. Les affaires de mon père dépendaient fortement de sa réputation et de ses relations. Il siégeait au conseil d'administration de la chambre de commerce locale, parrainait des équipes de baseball et veillait à ce que son nom apparaisse régulièrement dans le journal local pour ses contributions caritatives. Ma mère était la présidente du club de jardinage et organisait le gala de charité annuel qui permettait de collecter des fonds pour l'hôpital pour enfants. Nous n'étions pas seulement des habitants d'Oak Ridge, nous étions des piliers de la communauté. La pression pour maintenir cette image était constante et étouffante. Si je me plaignais de Kyle ou si j'exprimais des émotions négatives, ma mère me rappelait rapidement, on ne lave pas son linge sale en public, Stéphanie. Les gens admirent la famille Harris. Mon père était plus direct, ton frère reprendra l'entreprise un jour. Rien ne doit ternir sa réputation. Mes sentiments envers ma famille étaient un enchevêtrement complexe d'amour, de ressentiment, de devoir et de désir d'approbation.
Je les aimais parce qu'ils étaient ma famille. Mais en vieillissant, j'ai commencé à reconnaître la toxicité de notre dynamique. Pourtant, des années de conditionnement rendaient difficile de faire confiance à mes propres perceptions. Chaque fois que je me sentais maltraité, une voix dans ma tête qui ressemblait étrangement à celle de ma mère me chuchotait que j'étais trop sensible ou égoïste. Après avoir terminé mes études de médecine, j'ai fait mon internat à Chicago, ce qui m'a permis de passer 2 années bénies loin d'Oak Ridge et de ma famille. La distance m'a apporté de la clarté, et avec l'aide d'un thérapeute, bien que j'ai dit à mes parents que c'était juste un conseiller en gestion du stress, j'ai commencé à comprendre que le comportement de ma famille n'était ni normal ni sain. Mais ensuite, mon internat s'est terminé, et une opportunité s'est présentée de rejoindre un cabinet médical à Oak Ridge. Malgré mes appréhensions, j'ai accepté. La partie rationnelle de ma décision était financière. Le poste offrait un allègement de prêt pour ma dette considérable d'études de médecine. Mais émotionnellement, je cherchais toujours l'approbation de ma famille et j'espérais que notre relation pourrait s'améliorer. Quand j'ai emménagé il y a 3 mois, il y avait des signes avant-coureurs que rien n'avait changé. Lors de mon dîner de bienvenue, Kyle a monopolisé la conversation avec des histoires sur sa récente promotion dans l'entreprise de notre père. Lorsque j'ai essayé de partager un cas intéressant de mon internat, ma mère m'a interrompu pour me demander si j'avais rencontré de jeunes hommes convenables à Chicago. J'ai remarqué ces signaux d'alarme, mais j'ai choisi de les ignorer, me disant que les choses seraient différentes maintenant que j'étais une adulte avec une carrière à part entière. J'avais tort. Tellement tort. La soirée qui a tout changé était censée être une célébration de la promotion de Kyle au poste de vice-président des opérations dans l'entreprise de notre père. Ma mère avait passé des jours à se préparer, à cuisiner les plats préférés de Kyle et à décorer la salle à manger avec des banderoles de félicitations. Je suis arrivé tôt pour aider à mettre la table et à préparer la salade, espérant que ma contribution m'aiderait à me sentir plus intégré aux festivités familiales. J'avais acheté une bouteille du whisky préféré de Kyle en guise de cadeau. Même si je dépassais mon budget ce mois-là avec les frais d'installation dans mon nouvel appartement, je voulais que cette soirée se passe bien. Je voulais croire que nous pouvions être une famille normale et aimante maintenant que nous étions tous adultes. La soirée a commencé assez agréablement. Mon père a ouvert une bouteille de vin coûteuse, et ma mère a servi son fameux bœuf Wellington. Kyle semblait être de bonne humeur, acceptant les compliments sur son nouveau rôle avec sa confiance caractéristique qui frôlait l'arrogance. Il en était déjà à son 2e verre de whisky lorsque nous nous sommes assis pour dîner, mais ce n'était pas inhabituel pour lui. À Kyle, mon père a porté un toast, levant son verre, sur les traces de mon père et dépassant même ses attentes. Harris Développement sera entre de bonnes mains avec toi à la barre un jour. Nous avons tous trinqué, et j'ai offert mes propres félicitations. L'entreprise a de la chance de t'avoir, Kyle. Tes clients du projet Riverside semblent vraiment satisfaits de ton travail. Kyle a acquiescé avec reconnaissance. Ils ont bien raison. J'ai redressé ce projet après que Jackson ait failli le couler. La conversation s'est déroulée sans heurts tout au long du plat principal. Ma mère m'a posé des questions sur mon nouveau poste au cabinet médical, bien que son intérêt ait semblé superficiel. Kyle était déjà à son 3e whisky lorsqu'il a commencé à parler de sa petite amie, Megan, avec qui il sortait depuis environ 6 mois. On parle d'emménager ensemble, a-t-il annoncé. Son bail se termine le mois prochain, et ça n'a pas de sens de le renouveler alors qu'elle passe la plupart de ses nuits chez moi de toute façon. C'est merveilleux, mon chéri, a dit ma mère, bien que j'ai remarqué un léger resserrement autour de ses yeux. Elle avait toujours été traditionnelle en ce qui concerne les couples qui vivaient ensemble avant le mariage. Megan est super, ai-je dit, le pensant sincèrement. Je l'avais rencontrée plusieurs fois et je la trouvais intelligente et gentille. Elle a mentionné la dernière fois que je l'ai vue qu'elle espérait que nous viendrions à la maison du lac de sa famille cet été. L'expression de Kyle s'est légèrement assombrie. Quand as-tu parlé à Megan? Nous nous sommes croisés à l'épicerie la semaine dernière, ai-je expliqué. Nous avons bavardé pendant quelques minutes. Elle est vraiment sympa. Qu'est-ce qu'elle a dit d'autre? Le ton de Kyle avait maintenant une pointe d'agressivité. J'ai haussé les épaules, ne comprenant pas son changement d'humeur soudain. Pas grand-chose. Elle a mentionné quelque chose au sujet du bateau de pêche de ton père qui avait besoin de réparation avant que vous ne veniez. Elle devrait fermer sa gueule à propos de ma famille, a claqué Kyle, me coupant la parole. La table s'est tue. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette tandis que mon père s'éclaircissait la gorge inconfortablement. Kyle, ai-je dit prudemment. Elle n'a rien dit de mal.
Elle ne faisait que bavarder. Le mois dernier, elle a eu le culot de dire « Notre famille est intense », a dit Kyle, élevant la voix. Comme si sa famille était si parfaite avec son oncle alcoolique et sa sœur voleuse à l'étalage. Je suis sûr qu'elle ne voulait rien dire de mal, a interrompu ma mère, essayant clairement de désamorcer la situation, mais Kyle n'écoutait pas. L'alcool avait fait baisser ses inhibitions, et il se focalisait sur les critiques perçues. Et maintenant, elle parle de nous à toi dans mon dos. Ce n'était pas comme ça du tout, ai-je protesté. C'était juste une conversation amicale, non? Kyle s'est moqué. Toujours si parfaite, n'est-ce pas, Stéphanie? Le médecin, la bonne fille, la préférée de tout le monde. J'ai failli rire de l'ironie qu'il me qualifie de préférée, mais je savais qu'il valait mieux ne pas souligner l'évidence. Kyle, je pense que tu comprends mal. Ne me dis pas ce que je comprends. Il a claqué son verre, éclaboussant du whisky sur la nappe blanche. Ma mère a tressailli mais n'a rien dit. Mon père a finalement pris la parole. Fils, on se calme. C'est censé être une célébration. Kyle s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le plancher en bois franc. J'ai besoin de prendre l'air. Il est sorti de la salle à manger en trombe en direction de la cuisine. Après un silence inconfortable, ma mère a suggéré de passer au dessert. Je me suis proposé d'aider à débarrasser les assiettes, utilisant cela comme une excuse pour prendre des nouvelles de Kyle et, espérons-le, apaiser les choses. Je l'ai trouvé dans la cuisine en train de se verser une autre généreuse portion de whisky. Kyle, je suis désolé si je t'ai contrarié, ai-je dit doucement, posant la pile d'assiettes sur le comptoir. Ce n'était pas mon intention. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang. Tu fais toujours ça, en te faisant passer pour une innocente tout en semant le trouble. Ce n'est pas juste, ai-je protesté. Je ne faisais que parler de Megan. Je l'aime bien. Eh bien, ne te mêle pas de ma relation, a-t-il claqué. Et arrête d'essayer de te lier d'amitié avec ma copine pour avoir des crasses sur moi. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, ai-je dit, ma propre frustration grandissant maintenant. Pourquoi ferais-je ça? Parce que tu as toujours été jalouse de moi, a-t-il dit, faisant un pas de plus. L'entreprise de papa, l'attention de maman, tout. Tu ne supportes pas que je réussisse alors que tu rembourses encore tes prêts étudiants. Ces mots m'ont blessé parce qu'ils étaient si contraires à la réalité. C'était un renversement si complet de la dynamique de notre famille que je n'ai pas pu m'empêcher de rire d'incrédulité. Tu es sérieux là? Ce rire a été l'étincelle sur l'essence. Le visage de Kyle s'est tordu de rage. N'ose pas te moquer de moi. Avant que je puisse réagir, il m'a poussé violemment. J'ai trébuché en arrière, le bas de mon dos heurtant l'angle aigu de l'îlot de cuisine en granit. L'impact m'a coupé le souffle, et j'ai senti un craquement sinistre dans ma cage thoracique. La douleur a explosé à travers mon torse alors que je m'effondrais sur le sol, haletant pour reprendre mon souffle. Le vacarme a fait accourir mes parents dans la cuisine. Ma mère a crié quand elle m'a vu sur le sol. Mon père s'est figé dans l'embrasure de la porte. Qu'est-ce qui s'est passé, a exigé ma mère, regardant tour à tour Kyle et moi. Elle est tombée, a dit Kyle immédiatement. Elle a trébuché. Je ne pouvais pas parler à cause de la douleur, je pouvais à peine respirer. Chaque tentative d'inspirer envoyait des éclats d'agonie à travers ma poitrine. Ma mère s'est agenouillée à côté de moi. Stéphanie, tu peux te relever, ma chérie? Mon père a finalement bougé, emmenant Kyle à l'écart. Qu'est-ce que tu as fait? Je l'ai entendu siffler. Rien. Elle fait semblant, a insisté Kyle, bien que le léger tremblement dans sa voix ait trahi le fait que même lui savait que ce n'était pas vrai. Avec l'aide de ma mère, j'ai réussi à me relever, bien que le mouvement m'ait fait crier de douleur. Il m'a poussé, ai-je finalement halté. J'ai heurté le comptoir. L'expression de ma mère oscillait entre l'inquiétude et autre chose, un calcul. Je suis sûr que c'était un accident, a-t-elle dit d'une voix apaisante. Kyle ne te ferait pas délibérément de mal. Mais il l'avait fait. Et ce n'était pas la première fois, juste la plus grave. Je pense que je dois aller à l'hôpital, ai-je réussi à dire entre deux respirations superficielles. Ça fait mal de respirer. N'exagérons pas, a dit mon père en s'avançant. Prends de l'ibuprofène et repose-toi. Si c'est toujours aussi grave demain, nous pourrons réévaluer la situation. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je suis médecin. Je sais ce que l'on ressent quand on a des côtes cassées.
S'il vous plaît, je dois y aller maintenant. Je vais te conduire, a proposé ma mère. Je peux conduire moi-même, ai-je dit, ne voulant pas passer une minute de plus dans cette maison. Malgré la douleur atroce, j'avais besoin de m'éloigner d'eux tous. Mon père m'a aidé à me relever, son visage étant un masque d'inquiétude qui n'atteignait pas ses yeux. Ces désaccords familiaux arrivent, a-t-il dit doucement. N'en faisons pas une montagne. Je n'ai pas répondu, me concentrant plutôt sur une respiration superficielle pour minimiser la douleur. J'ai ramassé mon sac à main et mes clés, refusant toute aide supplémentaire. Alors que je me dirigeais prudemment vers la porte, j'ai entendu mon père parler à Kyle à voix basse. Le trajet de retour a été atroce. Chaque bosse sur la route a envoyé des spasmes de douleur à travers ma poitrine. J'aurais dû aller directement aux urgences, mais le choc et le déni m'ont poussé à rentrer chez moi à la place. Je me suis dit que je prendrais des analgésiques puissants de ma trousse médicale personnelle et que je verrais comment je me sentirais le matin. Une partie de moi n'arrivait toujours pas à comprendre ce qui s'était passé, non seulement la violence de Kyle, mais aussi la réaction de mes parents. Cette nuit-là a été l'une des plus longues de ma vie. Je ne pouvais pas m'allonger sans ressentir une douleur atroce, alors je l'ai passée assise dans un fauteuil inclinable, dérivant entre un sommeil agité. Au matin, la douleur n'avait pas diminué, et mon côté affichait maintenant un bleu-violet foncé. Je pouvais à peine bouger sans halter de douleur. Je savais alors que je ne pouvais pas ignorer cela. J'avais besoin de soins médicaux, quoi qu'en pense ma famille. Le lendemain matin a apporté non seulement une douleur physique, mais aussi l'agression émotionnelle de la réaction de ma famille. Mon téléphone a commencé à sonner à 7h30 du matin, la sonnerie de ma mère. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, n'étant pas encore prête à lui parler. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Cette fois, j'ai répondu. Stéphanie, comment te sens-tu ce matin? Sa voix était légère, désinvolte, comme si elle me demandait si j'avais un léger mal de tête plutôt que des côtes potentiellement cassées. Pas bien, ai-je répondu. Honnêtement, j'ai très mal. Je peux à peine bouger. Ces choses-là sont toujours pires le lendemain, a-t-elle dit d'un ton méprisant. Prends de l'Advil et mets de la glace dessus. Maman, je pense que j'ai des côtes cassées, ai-je interrompu. Kyle m'a sérieusement blessé. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Quand elle a reparlé, sa voix avait pris ce ton conciliant qu'elle utilisait quand elle pensait que j'étais difficile. Chérie, c'était un incident malheureux, mais n'exagérons pas, Kyle se sent très mal à ce sujet. A-t-il dit ça? A-t-il appelé pour s'excuser, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Il le fera, j'en suis sûr. Il était très contrarié hier soir après son départ. Mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur le fait de passer à autre chose. Ton père et moi pensons qu'il est préférable de laisser tomber. Je me suis déplacé sur ma chaise, grimaçant à cause de la douleur lancinante. Maman, je ne peux pas respirer sans avoir mal. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement laisser tomber. C'est probablement juste meurtri, a-t-elle insisté. Si Kyle t'avait vraiment fait aussi mal, tu serais allé à l'hôpital hier soir. Le gaslighting était si flagrant qu'il aurait été risible s'il n'était pas si exaspérant. Je vais faire vérifier ça aujourd'hui, lui ai-je dit fermement. Stéphanie. Sa voix a pris un ton d'avertissement. Je pense qu'il est préférable de garder ça en famille. Il n'est pas nécessaire d'impliquer des étrangers dans ce qui n'était manifestement qu'une perte de sang-froid momentanée. Des étrangers? Maman, je parle d'aller voir un médecin pour une blessure. Tu sais ce que je veux dire, a-t-elle dit avec impatience. Des questions seront posées. Des formulaires devront être remplis. Les choses sont consignées. Tu me demandes sérieusement de ne pas consulter un médecin parce que cela pourrait nuire à Kyle? Je n'ai pas pu empêcher l'incrédulité de transparaître dans ma voix. Je te demande de réfléchir aux conséquences, a-t-elle répondu. Les affaires de ton père dépendent de notre réputation dans cette communauté. Kyle est en position de prendre la relève à terme. Un malentendu comme celui-ci pourrait avoir des répercussions durables. Un malentendu, ai-je répété. Il m'a poussé contre un comptoir et m'a cassé les côtes. Ce n'est pas un malentendu. C'est une agression. N'utilise pas ce mot, a-t-elle sifflé. Ton frère ne t'agresserait jamais. Il avait trop bu, et il y a eu un accident. Ces choses arrivent dans les familles. Avant que je puisse répondre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan qui demandait le téléphone. Après un moment de conversation étouffée,
il est passé à l'appareil. Stéphanie, a-t-il dit, sa voix d'homme d'affaires à plein régime. Comment te sens-tu? Comme si Kyle m'avait cassé les côtes, ai-je répondu sans embâche. Il a soupiré lourdement. Ta mère me dit que tu envisages d'aller chez le médecin. Je pense que c'est prématuré. Laisse passer un jour ou deux pour voir si ça s'améliore. Papa, je suis médecin. Je sais ce que l'on ressent quand on a des côtes cassées. Alors tu sais aussi qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour les côtes de toute façon, a-t-il rétorqué. Ils te diront juste de te reposer et de prendre des analgésiques, ce que tu peux faire à la maison. Il n'avait pas tout à fait tort, mais ce n'était pas le but. J'ai besoin d'une radiographie pour m'assurer qu'il n'y a pas de déplacement qui pourrait perforer un poumon. Et si tu y vas, qu'est-ce que tu comptes leur dire exactement sur la façon dont c'est arrivé? Son ton a clairement indiqué que c'était le vrai problème. La vérité, ai-je dit simplement. Il y a eu une longue pause. Stéphanie, je veux que tu réfléchisses très attentivement à ce que tu fais. Kyle a travaillé incroyablement dur pour arriver là où il est. Son avenir dans l'entreprise, sa réputation dans la communauté, ce ne sont pas des choses à compromettre à cause d'un moment d'égarement. Alors, son avenir compte, mais mes côtes cassées ne comptent pas. Ne déforme pas mes propos, a-t-il dit sèchement. Bien sûr, je me soucie de ta santé, mais il y a des considérations plus larges ici. Kyle a fait une erreur, oui, mais il ne mérite pas que sa vie soit ruinée à cause de ça. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant encore 10 minutes. Mon père a alterné entre la minimisation de ma blessure et l'accentuation des conséquences potentielles pour Kyle et la réputation de la famille. Au moment où nous avons raccroché, son message était parfaitement clair, ma douleur et ma santé étaient secondaires à la protection de Kyle et de l'image de la famille. Moins d'1 heure plus tard, mon téléphone a émis un signal sonore avec un message de ma mère. Je t'envoie un petit quelque chose pour t'aider à te sentir mieux. Je t'aime. À midi, un livreur est arrivé avec une corbeille de cadeaux élaborés contenant des analgésiques, un coussin chauffant, des produits de bain de luxe et mes chocolats préférés. La carte disait « Repose-toi et récupère ». La famille passe toujours en premier. Bisous, maman et papa. Le cadeau ressemblait à un pot de vin, un moyen d'acheter mon silence. Je l'ai mis de côté, incapable de le regarder sans avoir la nausée. Tout au long de la journée, les appels ont continué. Ma mère prenait de mes nouvelles toutes les heures, chaque conversation revenant sans cesse à l'idée de garder l'incident en famille. Mon père a appelé 2 fois de plus, son approche devenant de plus en plus énergique, me rappelant la loyauté familiale et le recul. Vers 16 heures de l'après-midi, Kyle a finalement appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi voulait entendre ce qu'il avait à dire pour sa défense. Salut, dit-il, sa voix inhabituellement discrète. Maman a dit que je devais t'appeler. Aucune excuse, juste l'aveu qu'il appelait parce que notre mère lui avait dit de le faire. Et j'ai relancé, et je suppose que les choses ont dégénéré hier soir, a-t-il continué à contre-cœur. J'avais beaucoup bu. Tu m'as cassé des côtes, Kyle. Allons. Je t'ai à peine poussé, protesta-t-il, se mettant instantanément sur la défensive. Tu t'es probablement juste fait des bleus en tombant. Je ne suis pas tombé. Tu m'as poussé contre le comptoir. Peu importe. Écoute, je t'appelle pour arranger les choses, d'accord? Maman et papa paniquent à l'idée que tu fasses de ça une grosse affaire. Je n'en revenais pas de ce que j'entendais. C'est une grosse affaire. Je suis gravement blessé. Ouais, eh bien, on a tous de mauvaises journées, dit-il d'un ton désinvolte. Tu te souviens quand tu as bousillé ma voiture au lycée? Je n'en ai pas fait une affaire d'État. La comparaison était tellement absurde que je ne pouvais même pas formuler de réponse, un accrochage de voiture à l'adolescence contre un homme adulte agressant violemment sa sœur. Ces deux choses n'étaient absolument pas comparables. Kyle, je dois y aller, dis-je finalement. J'ai rendez-vous chez le médecin. Stéphanie, ne sois pas stupide, lança-t-il, son ton conciliant s'évanouissant. Tu vas le regretter si tu fais tout exploser. Était-ce une menace? J'ai raccroché sans répondre, les mains tremblant d'un mélange de douleur, de colère et d'incrédulité. J'ai appelé mon amie Mélanie, l'une des rares personnes du lycée avec qui j'étais resté proche. Elle était revenue à Oak Ridge il y a quelques années après avoir divorcé et travaillait maintenant comme enseignante dans notre ancienne école. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, sa réaction était tout ce que ma famille aurait dû être. Oh mon Dieu, Steph, c'est terrible.
Tu veux que je t'emmène à l'hôpital tout de suite? Son inquiétude sincère m'a mis les larmes aux yeux. J'ai rendez-vous avec un médecin généraliste cet après-midi, lui dis-je, le docteur est. Elle avait un créneau. Je viens avec toi, insista Mélanie. Pas de discussion. Envoie-moi l'adresse et l'heure par SMS. Tu n'es pas obligé de faire ça, protestai-je faiblement, bien qu'une partie de moi ait désespérément besoin de soutien. Si, je suis absolument obligé, dit-elle fermement. Et après, tu viens chez moi. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. Au moment où mon rendez-vous est arrivé, la douleur s'était intensifiée au point que même l'ibuprofène sur ordonnance que j'avais ne la soulageait pas. Chaque respiration était une agonie, et j'ai développé un essoufflement inquiétant. Je savais que je ne pouvais plus repousser ça, malgré la pression de ma famille. Pendant que Mélanie me conduisait au rendez-vous, mon téléphone continuait de s'allumer avec des appels et des SMS de mes parents. Chaque message portait le même thème, silence, discrétion, loyauté familiale. Mais à chaque kilomètre qui me rapprochait de l'aide médicale, je sentais une détermination grandissante. Ce n'était pas juste. Et pour une fois dans ma vie, je n'allais pas faire passer les souhaits de ma famille avant mon propre bien-être. Le cabinet médical était installé dans un bâtiment moderne à la périphérie d'Oak Ridge, suffisamment éloigné du centre-ville pour que je ne risque pas de croiser des personnes que mes parents connaissaient. Mélanie m'a aidé à sortir de la voiture, me soutenant pendant que nous entrions lentement à l'intérieur. La réceptionniste a paru inquiète lorsqu'elle m'a vu grimacer à chaque pas prudent. Le docteur sera bientôt avec vous, m'assura-t-elle après que j'ai rempli les formulaires d'admission, laissant délibérément vide la section demandant comment la blessure s'était produite. Fidèle à la parole de la réceptionniste, je n'ai pas attendu longtemps. Le docteur Laura s'est avérée être une femme d'une 50aine d'années avec des yeux gentils et un comportement pragmatique. Elle me rappelait un peu mon professeur préféré de l'école de médecine, confiante, directe, mais avec une chaleur sous-jacente qui mettait les patients à l'aise. « Docteur Harris », dit-elle en tendant la main en entrant dans la salle d'examen. « J'ai entendu de bonnes choses sur vous du docteur Patterson à la clinique, bien que je sois désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. » J'ai essayé de sourire, mais c'est plutôt devenu une grimace. « S'il vous plaît, appelez-moi Stéphanie, et merci de m'avoir reçu à bref délai. » Bien sûr, acquiesça-t-elle, jetant un coup d'œil à mes formulaires d'admission. Je vois que vous ressentez des douleurs thoraciques et des difficultés respiratoires. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé? C'était le moment que je redoutais, toute une vie de conditionnement pour protéger ma famille était en conflit avec ma formation médicale et le simple besoin humain de dire la vérité. J'ai eu un accident, dis-je vaguement. Le docteur me regarda fixement. Quel genre d'accident? J'ai été poussé et j'ai heurté un comptoir, dis-je, les mots sortant précipitamment. Avec mon dos juste ici, indiquai-je la zone juste en dessous de mon omoplate. Elle acquiesça, prenant note dans mon dossier. Qui vous a poussé, Stéphanie? J'hésitai, puis baissai les yeux sur mes mains. Votre frère, je vois, dit-elle, sa voix neutre mais gentille. Examinons d'abord la blessure, puis nous pourrons parler davantage de ce qui s'est passé. D'accord. L'examen physique a été approfondi mais doux. Le docteur a écouté ma respiration, a palpé soigneusement la zone blessée et a noté les ecchymoses importantes qui s'étaient développées. Son visage est resté professionnel, mais je pouvais voir l'inquiétude dans ses yeux. J'aimerais faire des radiographies, dit-elle après avoir terminé l'examen. D'après vos symptômes et les résultats de l'examen physique, je soupçonne que vous avez au moins 2 côtes cassées, voire 3. Je suis également préoccupé par l'essoufflement, qui pourrait indiquer une complication plus grave. La radiographie a confirmé ces soupçons, 3 côtes fracturées, dont une avec un déplacement inquiétant qui expliquait mes difficultés respiratoires. Lorsque le docteur est revenu dans la salle d'examen avec les résultats, son expression était grave. Stéphanie, dit-elle en s'asseyant en face de moi. Ce sont des blessures importantes. Le déplacement de votre 7e côte pourrait potentiellement provoquer un pneumothorax, un affaissement pulmonaire, s'il n'est pas correctement surveillé et traité. Je vais vous prescrire des analgésiques appropriés et vous donner des instructions de soins spécifiques, mais je dois vous poser d'autres questions sur la façon dont cela s'est produit. J'acquiesçai, une boule se formant dans ma gorge. Vous avez dit que votre frère vous avait poussé, continua-t-elle doucement. Était-ce un accident pendant un jeu, ou était-ce délibéré? C'était délibéré, admis-je, ma voix à peine audible. Il était en colère. Il avait bu. Est-ce que quelque chose de ce genre s'est déjà produit?
J'ai pensé à toutes les fois où Kyle m'avait accidentellement blessé en grandissant, les bousculades qui étaient trop violentes pour être ludiques, les prises de bras qui laissaient des marques de doigts, les fois où il m'avait jeté des choses dessus avec colère. Pas aussi gravement, dis-je finalement. Mais oui, il a l'habitude d'être physique quand il est en colère. Le docteur est acquiesça, son expression compatissante mais sérieuse. Et comment les membres de votre famille ont-ils réagi à cet incident? Le barrage a cédé. Peut-être était-ce l'analgésique qui commençait à faire effet, ou le simple soulagement de parler enfin à quelqu'un qui semblait sincèrement concerné. Mais je me suis retrouvé à tout raconter au docteur et, l'agression de Kyle, la réaction désinvolte de mes parents, leur pression pour que je me taise et leur priorité donnée à la réputation de la famille plutôt qu'à mon bien-être. Ils m'ont envoyé un panier cadeau, dis-je avec un rire creux qui a envoyé une douleur lancinante dans ma poitrine, comme si des chocolats et des bombes de bain pouvaient compenser des côtes cassées et le fait qu'ils se soucient. ENT plus de la façon dont cela affecte Kyle que de la façon dont cela m'affecte. Le docteur a écouté sans interruption, prenant parfois des notes. Lorsque je me suis finalement tu, elle a posé son stylo et m'a regardé directement. Stéphanie, en tant que professionnelle de la santé, je veux être totalement transparente avec vous sur mes obligations ici. Ce que vous avez décrit est un cas de violence domestique, et à mon poste, je suis une personne tenue de signaler. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Cela signifie que je suis légalement tenu de signaler les incidents de suspicion d'abus aux autorités compétentes, expliqua-t-elle doucement. Dans ce cas, cela signifierait déposer un rapport auprès de la police. La panique a éclaté dans ma poitrine, rivalisant avec la douleur de mes côtes. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Ma famille allait. Je me suis interrompu, réalisant à quel point ma réaction immédiate était révélatrice. Être en colère, vous rejeter, continuer à donner la priorité à la réputation de votre frère plutôt qu'à votre sécurité, s'enquit doucement le docteur est. Dit comme ça, cela semblait si clair, mais des décennies de dynamique familiale ne se dissipent pas facilement. Vous ne comprenez pas, protestai-je faiblement. C'est compliqué. Je comprends mieux que vous ne le pensez, dit le docteur est, me surprenant. Quand j'avais une vingtaine d'années, mon père m'a cassé le bras lors d'une dispute. Ma mère m'a supplié de dire au médecin que j'étais tombé dans les escaliers, et je l'ai fait parce que je ne voulais pas briser notre famille. Sa franchise m'a prise au dépourvu. Que s'est-il passé? 2 ans plus tard, il a mis ma mère à l'hôpital avec une commotion cérébrale et une mâchoire cassée, dit-elle simplement. J'ai passé les 30 dernières années à me demander si j'aurais pu empêcher cela en parlant la première fois. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Est-ce que j'encourageais le comportement de Kyle en gardant le silence? Allait-il passer à l'étape supérieure en blessant quelqu'un d'autre à l'avenir, peut-être Meghan, ou finalement ses propres enfants? Je comprends que c'est difficile, continua le docteur est. La loyauté familiale est profondément ancrée, et la peur des conséquences est réelle, mais je veux que vous envisagiez quelque chose. Si l'un de vos patients venait vous voir avec ses blessures exactes et cette histoire exacte, que lui conseilleriez-vous de faire? Je connaissais la réponse immédiatement. En tant que médecin, je les encouragerais à le signaler, à donner la priorité à leur sécurité, à reconnaître les signes d'une relation abusive. Mais appliquer cette norme à moi-même me semblait impossible. Que se passerait-il exactement, demandai-je finalement. Si vous le signalez, le docteur y expliqua clairement la procédure. Un rapport serait déposé et la police voudrait probablement m'interroger. J'aurais la possibilité de porter plainte contre Kyle, bien que le procureur puisse potentiellement poursuivre même sans ma coopération en se basant sur les preuves médicales. Il y aurait une documentation de l'incident quoi qu'il arrive. Je ne vais pas prétendre que ce sera facile, dit-elle. Honnêtement, d'après ce que vous m'avez dit de votre famille, il y aura probablement une forte résistance. Mais je veux aussi que vous sachiez qu'il existe des ressources disponibles pour vous aider à traverser ce processus. Je peux vous mettre en contact avec un défenseur des victimes qui peut vous expliquer vos options et vous soutenir à chaque étape. Je restai silencieuse pendant un long moment, pesant mes options. L'idée d'aller à l'encontre de ma famille me remplissait d'effroi. Mais l'alternative, faire comme si cela ne s'était jamais produit, permettre au comportement de Kyle de rester impuni, sacrifier mon propre bien-être pour l'image de la famille, me sembla soudainement intenable. D'accord, dis-je finalement, ma voix plus ferme que je ne l'aurais cru. Faites ce que vous devez faire, docteur. Le docteur étendit la main et me serra doucement la main. Pour ce que ça vaut, je pense que vous prenez la bonne décision. Pas la plus facile, mais la bonne.
Elle passa les 20 minutes suivantes à décrire un plan de traitement pour mes blessures physiques, à expliquer les signes avant-coureurs que je devais surveiller et à fixer un rendez-vous de suivi. Avant de partir, elle me fournit également les coordonnées d'une conseillère en violence domestique nommée Jessica et d'un groupe de soutien pour les survivants de violences familiales. Une dernière chose, dit le docteur et alors que je me préparais à partir. Avez-vous un endroit sûr où séjourner? Je suis inquiète des représailles potentielles une fois que votre famille aura appris le rapport. J'acquiesçai. Mon amie Mélanie m'a proposé de me laisser rester chez elle pendant quelques jours. Bien. Acceptez cette offre, conseilla le docteur A. Et si jamais vous vous sentez en danger ou avez besoin de soins médicaux immédiats, n'hésitez pas à vous rendre aux urgences ou à appeler le 911. Alors que Mélanie me conduisait chez elle ensuite, je ressentais un étrange mélange de terreur et de soulagement. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite, mais pour la première fois de ma vie, j'avais choisi mon propre bien-être au-dessus des attentes de ma famille. C'était terrifiant, mais cela ressemblait aussi à la première bouffée d'air vraiment frais que j'avais prise depuis des années, aussi douloureuse cette respiration fut-elle avec mes côtes cassées. Les répercussions ont commencé plus tôt que je ne l'avais prévu. Je venais à peine de m'installer dans la chambre d'amis de Mélanie quand mon téléphone a explosé de notifications. Le service de police local avait contacté mes parents et Kyle pour connaître leur version de l'histoire, et ils étaient furieux. Le message vocal de mon père était froidement furieux, « Stéphanie, appelle-moi immédiatement. Je ne peux pas croire que tu ferais ça à ton frère, à cette famille. Nous t'avons élevé mieux que ça. » Le message de ma mère était larmoyant, « Comment as-tu pu faire ça, Stéphanie? Après tout ce que nous avons fait pour toi, Kyle est anéanti. La police est venue sur son lieu de travail. As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait faire à sa carrière? À notre statut dans la communauté? » Le texto de Kyle était plus direct, « Merci pour rien. J'espère que tu es contente maintenant que tu as tout gâché. » J'ai éteint mon téléphone, incapable de faire face au barrage. Mélanie m'a apporté du thé et s'est assise avec moi pendant que je pleurais, non pas à cause de la douleur physique, mais à cause de l'assaut émotionnel. Comment étais-je devenue la méchante de cette histoire? Pourquoi étais-je celle qui avait tout gâché alors que Kyle était celui qui avait commis la violence? Ils essaient de te faire douter de toi-même, dit sagement Mélanie. Ne les laisse pas faire. Tu as fait ce qu'il fallait. Le lendemain a apporté plus de la même chose. Mon téléphone a continué à se remplir de messages de ma famille immédiate, et maintenant des membres de la famille élargie s'en mêlaient également. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, a appelé pour me dire que je brisais la famille pour un petit désaccord. Mon cousin Patrick a envoyé un texto disant que j'étais dramatique et que je cherchais l'attention. Même ma grand-mère, qui avait toujours été gentille avec moi, a laissé un message vocal me demandant pourquoi je n'avais pas pu gérer ça en famille. Seule la sœur cadette de ma mère, Barbara, a envoyé un message différent. Je te crois, Stéphanie. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. Je t'aime. Je n'avais pas parlé à tante Barbara depuis des années. Elle s'était disputée avec ma mère à propos de quelque chose qui ne m'avait jamais été expliqué et elle avait été largement absente des réunions de famille depuis lors. Son soutien, bien qu'inattendu, était une petite bouée de sauvetage dans la tempête. J'ai pris quelques jours de congé à mon travail en utilisant mon congé médical pour me remettre physiquement et essayer de tout traiter émotionnellement. Le docteur m'avait mis en contact avec Jessica, la conseillère en violence domestique, qui a appelé pour prendre de mes nouvelles et me fournir des ressources. Elle a expliqué que ce que je vivais, la famille qui se referme, le blâme de la victime, la pression pour me rétracter, était malheureusement courant dans les cas de violence familiale. Ils essaient de maintenir le statu quo, a expliqué Jessica. Votre prise de parole menace le système familial qu'ils ont établi, où le comportement de votre frère est excusé et encouragé. C'est douloureux, mais leur réaction confirme en fait que vous avez fait le bon choix en brisant le silence. 5 jours après mon rendez-vous avec le docteur A, je suis retourné brièvement à mon appartement pour prendre plus de vêtements et des dossiers de travail. Je venais de finir de faire une valise quand il y a eu un grand coup à la porte. J'ai immédiatement gelé, sachant qui c'était. Bien sûr, quand j'ai regardé par le Judas, j'ai vu mes parents debout dans le couloir, le visage sombre. J'ai envisagé de ne pas répondre, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Mieux vaut l'avoir sur mon territoire que le leur. J'ai ouvert la porte mais je ne les ai pas invités à entrer. Nous devons parler, dit mon père sans préambule. Je suis occupé en ce moment, répondis-je, essayant de garder ma voix ferme.
Trop occupé pour ta famille, demanda ma mère, sa voix tranchante de blessure et de colère. Après ce que tu as fait, tu nous dois au moins une conversation. Je soupirai et reculai, les laissant entrer. Ils observèrent ma valise à moitié pleine avec désapprobation. Tu t'enfuis, demanda mon père. Je prends soin de moi, corrigeai-je. Que voulez-vous? Nous voulons que tu répares ce gâchis que tu as créé, dit-il sans détour. La police parle de porter plainte contre Kyle pour agression. Son travail pourrait être en danger. Les gens parlent déjà. Je n'ai pas créé ce gâchis, dis-je, une étincelle de colère traversant mon anxiété. Kyle l'a fait, quand il m'a cassé les côtes. C'était un accident, insista ma mère. Il t'a poussé. Oui, mais il ne voulait pas que tu te blesses comme ça. Il a 28 ans, maman. Il ne peut plus se cacher derrière il ne voulait pas dire ça. Et ce n'était pas un accident. Il m'a délibérément poussé parce qu'il était en colère. Mon père s'approcha, sa taille imposante destinée à intimider, comme elle l'avait fait tant de fois dans mon enfance. Stéphanie, tu dois dire à la police que tu veux abandonner ça. Dis que tu as exagéré, que tu as mal compris ce qui s'est passé. Je ne peux pas faire ça, dis-je en reculant d'un pas, ce serait mentir. Alors, tu préfères détruire la vie de ton frère à cause d'une seule erreur? La voix de ma mère se brisa d'émotion. Quel genre de sœur fait ça? Quel genre de frère casse les côtes de sa sœur et l'accuse ensuite de mensonge pour avoir cherché une aide médicale, rétorquai-je. Quel genre de parents se soucient plus de la réputation de leur fils que de la sécurité de leur fille? Le visage de mon père s'assombrit de colère. Ça suffit. Nous vous avons toujours protégés tous les deux. Tout ce que nous avons fait était pour cette famille. Non, dis-je, la réalisation se cristallisant au fur et à mesure que je parlais. Tout ce que vous avez fait était pour l'image de la famille, pour Kyle, jamais pour moi. Ce n'est pas vrai, protesta ma mère. Nous t'avons permis de faire des études de médecine. Parce que ça faisait bien d'avoir un médecin dans la famille, rétorquai-je, pas parce que vous vous souciez de ce que je voulais. Je voulais étudier l'art, vous vous souvenez? Vous avez tous les deux ri de l'idée. Mon père écarta cela d'un geste de la main. Il ne s'agit pas d'histoire ancienne. Il s'agit de ce que tu fais en ce moment, qui est de trahir ta famille. Je ne trahis personne. Je me défends, peut-être pour la première fois. L'argument a continué en cercle, mes parents alternant entre culpabilisation, menaces et tentatives occasionnelles de me persuader de me rétracter. Quand il est devenu clair que je ne céderais pas, mon père a joué sa dernière carte. Si tu vas au bout de ça, tu seras seul, dit-il froidement. Financièrement, émotionnellement, de toutes les manières. C'est ce que tu veux? Perdre ta famille à cause de ça? La menace aurait dû me terrifier. À bien des égards, elle l'a fait. Mais sous la peur se trouvait un étrange sentiment de clarté. J'ai perdu ma famille au moment où vous avez choisi de protéger Kyle au lieu de moi, dis-je doucement. Peut-être que je n'en ai jamais vraiment eu au départ. Ma mère s'est mise à pleurer sincèrement, tandis que le visage de mon père est devenu de pierre. Tu vas le regretter, dit-il finalement. Quand la poussière retombera et que tu auras brûlé tous tes ponts, tu réaliseras ce que tu as jeté. Après leur départ, je suis resté assise sur mon canapé pendant longtemps, tremblant des suites de l'adrénaline. Je m'étais défendu, mais le coup devenait de plus en plus clair. Mon téléphone a sonné avec un texto de Kyle, j'espère que tu es contente maintenant que maman est hystérique. Papa dit que tu es morte pour lui. Bien joué, 6. Le harcèlement ne s'est pas arrêté là. Au cours des jours suivants, Kyle a intensifié sa campagne contre moi. Il a publié des commentaires vagues mais pointus sur les médias sociaux concernant les traîtres de la famille et les menteurs en quête d'attention. Il a contacté des amis communs pour leur donner sa version de l'histoire, me dépeignant comme instable et vindicative. Plus inquiétant encore, il a commencé à répandre des rumeurs à l'hôpital où je travaillais, disant aux gens que j'avais inventé les allégations d'abus parce que j'étais jalouse de son succès. Certains amis se sont distanciés, mal à l'aise à l'idée d'être entraînés dans le drame familial. Des collègues me lançaient des regards étranges dans le couloir. Même Mélanie, aussi solidaire qu'elle fut, semblait dépassée par l'intensité de la situation. Je n'avais aucune idée que ta famille réagirait comme ça, admis-elle un soir. Je veux dire, je savais qu'ils étaient un peu intenses, mais là, c'est un autre niveau. J'acquiesçai, comprenant son malaise. Tu n'es pas obligé de continuer à me laisser rester ici si c'est trop.
Je peux trouver un autre endroit. Ne sois pas ridicule, dit-elle fermement. Je ne t'abandonne pas. Je dis juste que c'est beaucoup, mais nous allons nous en sortir. Sa loyauté comptait plus que tout pour moi, surtout quand les autres s'éloignaient. Mon cercle se rétrécissait rapidement, et la pression s'intensifiait de tous les côtés. Le travail est devenu de plus en plus stressant alors que j'essayais de maintenir mon attitude professionnelle tout en gérant les murmures et la tension de la campagne de diffamation de Kyle. Le coup de grâce est arrivé sous la forme d'un ultimatum remis par l'avocat de mon père: si je ne rétractais pas ma déclaration à la police et le rapport médical dans les 48 heures, mes parents couperaient toute aide financière restante, y compris l'aide qu'ils apportaient pour mes remboursements de prêts étudiants. Me retireraient de la fiducie familiale. Me désavoueraient publiquement comme leur fille. La lettre se terminait par un rappel qu'ils avaient toujours été généreux et qu'ils m'accueilleraient de nouveau dans la famille si je revenais à la raison et réparais les dégâts que j'avais causés. En lisant ces mots froids et calculés, j'ai senti quelque chose changer en moi. Le brouillard de doute et de culpabilité qui avait obscurci mon jugement a commencé à se dissiper. Ce n'était pas de l'amour. Ça n'avait jamais été de l'amour. Les vraies familles ne menacent pas, ne manipulent pas et ne permettent pas les abus. Les vraies familles se protègent les unes les autres du mal, au lieu de l'infliger. J'étais assise à la table de la cuisine de Mélanie ce soir-là, la lettre de l'avocat étalée devant moi, et j'ai pris une décision. Je n'allais pas me rétracter. Je n'allais pas mentir. Peut-être pour la première fois de ma vie, j'allais défendre fermement ma vérité, quelles que soient les conséquences. Le lendemain matin, j'ai appelé Jessica, la conseillère en violence domestique. J'ai besoin d'aide, lui dis-je. Ma famille intensifie sa pression, et je ne sais pas quoi faire ensuite. Vous faites exactement ce qu'il faut en tendant la main, m'assura-t-elle. Parlons de quelques mesures pratiques pour vous protéger et construire un système de soutien qui n'inclut pas votre famille biologique. Cette conversation est devenue la première étape de mon voyage vers une véritable indépendance, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et psychologiquement. C'était terrifiant d'affronter l'avenir sans la famille que j'avais toujours connue. Mais comme j'allais bientôt le découvrir, c'était aussi le début d'une profonde libération. 2 semaines après mon rendez-vous avec le docteur je suis retourné pour un suivi. La guérison physique avait commencé. La douleur était plus gérable, et ma respiration s'était améliorée. Mais émotionnellement, j'étais encore à vif et vulnérable. « Comment allez-vous » demanda le docteur après avoir examiné mes côtes et confirmé qu'elles guérissaient correctement. « Physiquement, mieux, admis-je. Le reste, c'est compliqué. » Elle acquiesça avec compréhension. Les traumatismes familiaux le sont généralement. Avez-vous été en contact avec Jessica ? Oui, elle a été incroyablement utile. C'était un euphémisme. Jessica était devenue ma bouée de sauvetage, m'aidant à naviguer non seulement dans les aspects juridiques de ma situation, mais aussi dans le champ de mine émotionnel de la rupture familiale. Elle m'a suggéré de rejoindre un groupe de soutien pour les survivants de violences familiales. Je suis allé à ma première réunion hier. C'est excellent, dit le docteur avec approbation. Comment ça s'est passé ? C'était intense, mais bien. Pour la première fois, j'étais dans une salle pleine de gens qui comprenaient parfaitement ce que je traverse. Pas de jugement, pas de questions sur pourquoi je n'ai pas simplement arrangé ça avec ma famille. Le docteur sourit. Ce genre de validation peut être incroyablement guérisseur. Je me souviens encore de ma première réunion de groupe de soutien après ma propre expérience. C'était comme enfin pouvoir respirer après avoir retenu mon souffle pendant des années. Exactement, acquiesçai-je. Une femme là-bas, Alicia, avait vécu une expérience similaire avec sa sœur aînée. Ses parents ont également choisi l'agresseur plutôt qu'elle. Entendre son histoire m'a fait me sentir moins seule, moins folle de tenir bon. Vous n'êtes absolument pas folle, m'assura le docteur Ce que vous faites demande un courage extraordinaire. Peu de gens ont la force de briser les schémas générationnels d'abus et de tolérance. Notre conversation s'est orientée vers ma guérison physique et mes projets de retour au travail. Avant de partir, le docteur me tendit une carte. Je ne fais pas ça normalement avec les patients, mais étant donné les circonstances, je veux que vous ayez mon numéro de téléphone personnel. Si jamais vous avez besoin de conseils médicaux ou juste de quelqu'un à qui parler qui comprend, n'hésitez pas à appeler. Sa gentillesse me mit les larmes aux yeux. Merci pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais vu un autre médecin ce jour-là. Vous auriez trouvé votre chemin, dit-elle avec confiance.
Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, Stéphanie. Avec les conseils de Jessica, j'ai commencé à construire un réseau de soutien en dehors de ma famille biologique. Mélanie est restée inébranlable, offrant non seulement sa chambre d'amis, mais sa croyance inébranlable en moi. Alicia du groupe de soutien est devenue une amie, nos expériences partagées créant un lien instantané. Et à ma grande surprise, ma tante Barbara a repris contact. Je voulais renouer avec toi depuis des années, me dit-elle quand nous nous sommes rencontrés pour prendre un café. Ta mère a rendu ça difficile. Après notre dispute, elle a essentiellement bloqué mon accès à toi et à Kyle. De quoi parlait cette dispute, demandai-je, réalisant que je n'avais jamais connu la vraie histoire. Barbara soupira. J'ai confronté ton père à son favoritisme envers Kyle et à la façon dont ils toléraient tous les deux son comportement. C'était après que j'ai vu Kyle te pousser lors d'un barbecue familial quand tu avais environ 14 ans. Tu es tombé et tu t'es écorché gravement les mains. Tu te souviens? Je me souvenais. Kyle était en colère parce que je l'avais battu à un jeu de pelouse devant ses amis. Mes parents avaient ri de ça en disant que c'était des frères et sœurs qui étaient compétitifs. Ta mère m'a accusé d'essayer de causer des problèmes dans la famille, continua Barbara, a dit que j'étais jalouse parce que je n'avais pas d'enfant. Après ça, j'ai été progressivement exclu des événements familiaux, mais je me suis toujours inquiété pour toi. Avoir Barbara de retour dans ma vie, c'était comme découvrir une partie de moi que je ne savais pas manquante. Elle était la famille dont j'avais besoin, solidaire, honnête, protectrice de la manière dont mes parents ne l'avaient jamais été. En plus de construire ces liens personnels, j'ai pris des mesures pratiques pour assurer mon indépendance. J'ai changé les serrures de mon appartement, installé un système de sécurité et installé des caméras à l'entrée. J'ai consulté un avocat au sujet des implications d'être retiré de la fiducie familiale et d'être coupé financièrement. J'ai ouvert de nouveaux comptes bancaires dans une banque différente de celle utilisée par ma famille. De petites étapes, mais chacune me faisait me sentir plus en sécurité, plus en contrôle de ma propre vie. Jessica m'a également mis en contact avec des ressources pour m'aider à comprendre les schémas psychologiques qui avaient façonné la dynamique de ma famille. J'ai dévoré des livres sur les systèmes familiaux toxiques, les parents narcissiques et la psychologie du bouc émissaire. Plus j'en apprenais, plus ma situation devenait claire, Kyle était l'enfant chéri, perpétuellement excusé et élevé quel que soit son comportement. J'étais le bouc émissaire, censé absorber le blâme et donner la priorité aux besoins de chacun avant les miens. Cette éducation était à la fois douloureuse et libératrice. Douloureuse de reconnaître à quel point ma famille était profondément dysfonctionnelle, mais libératrice de comprendre que ce n'était pas de ma faute. Je n'avais pas causé l'abus en étant trop sensible ou difficile, comme mes parents l'avaient toujours insinué. Je n'avais pas imaginé ou exagéré les mauvais traitements. C'était réel, et j'avais parfaitement le droit de m'en protéger. L'aspect le plus difficile de cette nouvelle connaissance était d'apprendre à fixer et à maintenir des limites. Toute ma vie avait été construite autour de l'adaptation aux exigences et aux attentes de ma famille. Tenir bon face à leur pression allait à l'encontre de décennies de conditionnement. Considérez la fixation de limites comme un muscle, conseilla Jessica lors d'une de nos séances. Il est faible au début parce que vous n'avez jamais été autorisé à l'utiliser, mais chaque fois que vous tenez bon, il devient plus fort. J'ai pratiqué de petits actes de fixation de limites quotidiennement, ne pas répondre immédiatement à chaque appel ou SMS de mes parents, refuser de m'engager lorsqu'ils essayaient de me culpabiliser ou de me manipuler, corriger les fausses informations lorsque des connaissances mutuelles répétaient la version des faits de Kyle. Chaque petit acte d'autodéfense renforçait ma confiance pour les plus grandes confrontations. L'enquête policière sur l'incident s'est poursuivie, et un procureur a finalement décidé de porter plainte contre Kyle pour agression domestique, malgré les efforts de mes parents pour intervenir. Kyle a embauché un avocat coûteux et a plaidé non coupable, préparant le terrain pour un procès potentiel où je devrais témoigner contre lui. La perspective était terrifiante, mais j'étais déterminé à la mener à bien. À travers tout cela, j'ai été surprise de découvrir un sentiment de paix inattendu émergeant aux côtés de la tourmente. Pendant si longtemps, je m'étais tordu pour me conformer aux attentes de ma famille, réprimant mes propres besoins et perceptions pour maintenir l'harmonie. Maintenant, malgré le chaos extérieur, je commençais à ressentir un alignement interne que je n'avais jamais connu auparavant. Mes pensées, mes sentiments et mes actions étaient enfin en congruence. Je vivais dans ma vérité, aussi douloureuse fût-elle. Mon groupe de soutien est devenu un sanctuaire où je pouvais exprimer mes peurs et mes doutes sans jugement. Au cours d'une séance particulièrement difficile, après avoir reçu un email cinglant de mon père, j'ai craqué. Parfois,
je me demande s'il n'aurait pas été plus facile de simplement garder le silence, admis-je en larmes, de simplement accepter la douleur et de maintenir la paix, comme je l'ai toujours fait. Plus facile à court terme, peut-être, dit doucement Alicia. Mais ce genre de silence ronge votre âme. Croyez-moi, je l'ai essayé pendant des années. Une femme plus âgée nommée Ruth acquiesça en signe d'accord. Je suis restée silencieuse sur les abus de mon frère pendant 40 ans. Au moment où j'ai finalement pris la parole, je m'étais tellement perdu, je ne savais plus qui j'étais. Vous faites le travail difficile maintenant, mais vous vous épargnez des décennies de douleur invisible. Leurs mots sont restés avec moi, un talisman contre le doute qui s'insinuait encore parfois pendant les moments de faiblesse. Je faisais le travail difficile maintenant. Je brisais un cycle qui aurait pu continuer pendant des générations. Je choisissais la vérité plutôt que des mensonges confortables, la santé plutôt que le dysfonctionnement, la réalité plutôt que l'illusion. 6 semaines après l'incident, je me suis sentie assez forte pour retourner à mon propre appartement à plein temps. Mélanie m'a aidé à sauger l'espace, un rituel de purification qu'elle jurait, et nous avons réarrangé les meubles pour créer un nouveau départ. Le panier cadeau de mes parents avait depuis longtemps été donné à un refuge pour femmes, supprimant ce symbole de leur soutien manipulateur. Ce soir-là, seul dans mon propre espace pour la première fois depuis que tout s'était passé, j'ai sorti mes aquarelles, inutilisées depuis l'université, et j'ai commencé à peindre. L'image qui a émergé n'était pas prévue, un petit oiseau avec une aile cassée, mais entouré de lumière, commençant à guérir. Alors que je me perdais dans le processus créatif qui avait autrefois été ma passion, j'ai senti quelque chose se déplacer, s'ouvrir, se libérer en moi. Je ne me contentais pas de survivre à cette épreuve. D'une manière profonde, j'étais transformé par elle. 6 mois ont passé, apportant des changements que je n'aurais jamais pu anticiper. Lorsque je me suis assise pour la première fois dans la salle d'examen du docteur et avec des côtes cassées et un cœur brisé, la guérison physique était terminée. Mes côtes s'étaient ressoudées sans complications, ne laissant que la plus légère douleur lors des changements de temps pour me rappeler la blessure. La guérison émotionnelle était un processus continu, mais marqué par des progrès remarquables. J'avais déménagé dans un quartier différent, un acte petit mais significatif de reconquête de mon indépendance. Mon nouvel appartement était plus lumineux, avec de grandes fenêtres qui inondaient l'espace de lumière naturelle, et une chambre d'amis que j'avais transformée en atelier d'art. Des peintures à différents stades d'achèvement bordaient les murs, témoignage de ma passion ravivée pour la création. Tout au long de ces mois, ma situation familiale avait évolué de manière douloureuse mais nécessaire. Après de multiples tentatives de réconciliation à leurs conditions, qui impliquaient toujours que je rétracte ma version exagérée des faits et que je m'excuse auprès de Kyle, j'avais demandé une réunion avec des conditions claires. Elle aurait lieu sur un terrain neutre avec un conseiller familial présent et avec la compréhension que je ne serais pas gaslighté ou forcé de changer mon histoire. Étonnamment, ils ont accepté. Peut-être pensaient-ils qu'ils pouvaient encore me convaincre en personne. Ou peut-être qu'ils ressentaient les conséquences sociales de notre rupture dans une communauté où les apparences comptaient tellement. La réunion a eu lieu au bureau du conseiller par un après-midi d'automne frais. Mes parents sont arrivés vêtus impeccablement, comme pour aller à l'église, leurs expressions un mélange soigné d'inquiétude et de retenue. Kyle est venu séparément, sa confiance habituelle quelque peu atténuée par la procédure judiciaire en cours contre lui, qui avait été retardée par des problèmes de procédure. Le conseiller, le docteur Morgan, a établi des règles de base pour notre conversation, pas d'interruption, pas d'insultes, utilisation d'énoncés jeux plutôt que d'accusations. Mes parents ont acquiescé agréablement, bien que je puisse sentir leur impatience face à ce qu'ils considéraient probablement comme une formalité inutile. Stéphanie, commença le docteur Morgan, aimeriez-vous commencer par partager ce que vous espérez retirer de la réunion d'aujourd'hui? J'ai pris une profonde inspiration, me recentrant comme je l'avais pratiqué. Je veux de la clarté et de l'honnêteté sur ce qui s'est passé et ce qui se passe ensuite. Je veux une reconnaissance du tort qui m'a été causé, à la fois par les actions de Kyle et par votre réponse à ces actions. Et je veux établir des limites pour toute relation future que nous pourrions avoir. Ma mère fronça légèrement les sourcils au mot limite, mais resta silencieuse. Mon père bougea sur son siège, déjà mal à l'aise avec la direction de la conversation. Thomas et Nathalie, le docteur Morgan se tourna vers mes parents, quels sont vos espoirs pour aujourd'hui? Mon père s'éclaircit la gorge. Nous voulons que notre famille soit réunie. Cette division dure depuis assez longtemps. Nous voulons mettre cet incident malheureux derrière nous et aller de l'avant. Ce n'était pas un incident malheureux, dis-je doucement mais fermement. C'était une agression.
Kyle m'a cassé 3 côtes et m'a ensuite traité de menteuse quand j'ai cherché une aide médicale. Vous m'avez tous les deux forcé à mentir sur mes blessures et à donner la priorité à sa réputation plutôt qu'à ma sécurité physique. Stéphanie, tu sais que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, commença ma mère, sa voix prenant le ton conciliant que j'avais appris à reconnaître comme le prélude au gaslighting. En fait, maman, c'est exactement comme ça que ça s'est passé, rétorquai-je. Et ce schéma de déni de la réalité est précisément la raison pour laquelle nous sommes assis ici aujourd'hui. Le docteur Morgan redirigea doucement la conversation, demandant à chacun de nous d'exprimer nos sentiments sans contester les expériences des autres. Ce qui suivit fut 2 heures de vérité douloureuse mais nécessaire. Mes parents ont continué à minimiser et à esquiver, mais avec moins de conviction qu'avant. Kyle a présenté des excuses superficielles qui se sont concentrées davantage sur les inconvénients que la situation lui avait causés que sur le mal qu'il avait infligé. « Je suis désolé que les choses aient dégénéré, dit-il, ne croisant pas tout à fait mon regard. Je n'ai jamais voulu que tu sois gravement blessé, mais tu dois admettre qu'aller à la police était une réaction extrême. Est-ce que c'était le cas, demandai-je, gardant mon calme malgré la colère qui bouillonnait sous la surface. Si un étranger m'avait cassé les côtes, le signaler serait-il extrême? Pourquoi devrais-tu être tenu à une norme de comportement inférieure parce que nous sommes liés? Il n'avait pas de bonne réponse à ça. À la fin de la séance, il était clair que, bien que ma famille soit disposée à me reprendre dans leur vie, elle n'était pas vraiment disposée à reconnaître le dysfonctionnement qui avait conduit à notre rupture. Ils voulaient la réconciliation sans responsabilité, le pardon sans changement. Alors que nous nous préparions à partir, mon père fit un dernier appel. « Stéphanie, tu nous manques. Malgré tout, nous sommes toujours ta famille. Personne ne t'aimera jamais comme nous. » Je le regardai pendant un long moment, le voyant clairement, peut-être pour la première fois. « C'est ça le problème, papa. La façon dont vous aimez est conditionnelle et nuisible. Je mérite mieux. Nous le méritons tous. » En sortant de ce bureau, j'ai ressenti une légèreté inattendue. J'avais affronté ma plus grande peur, la rupture permanente avec ma famille, et découvert que ce n'était pas aussi terrifiant que je l'avais imaginé. En fait, la perspective de continuer à accepter leur version de l'amour me semblait maintenant bien plus effrayante que de construire une vie sans eux. Dans les mois qui ont suivi, j'ai maintenu un contact minimal avec mes parents par le biais de textos occasionnels et de brefs appels téléphoniques, toujours avec des limites strictes en place. Kyle et moi n'avions aucune communication directe en dehors des interactions juridiques nécessaires. Son affaire s'est finalement soldée par un accord de plaidoyer, une accusation de délit avec probation et cours obligatoire de gestion de la colère. C'était moins que ce qu'il méritait, mais plus de responsabilités qu'il n'en avait jamais assumées auparavant. Professionnellement, ma vie a pris des tournures inattendues. Le courage que j'avais trouvé en tenant tête à ma famille s'est traduit par une plus grande confiance au travail. J'ai défendu plus efficacement mes patients, en particulier ceux qui montraient des signes d'abus ou de négligence. Mes collègues ont remarqué le changement, et on m'a offert un poste de direction dans une nouvelle initiative de santé communautaire axée sur la prévention et l'intervention en matière de violences domestiques. Ce travail m'a mis en contact régulier avec le Dr. A, qui est devenu à la fois mentor et ami. Lors d'une de nos réunions pour discuter de l'initiative, j'ai finalement trouvé les mots pour exprimer ma gratitude. Je vous ai écrit une lettre, dis-je en lui tendant une enveloppe, pour vous remercier de ce que vous avez fait ce jour-là, d'avoir vu ce qui se passait et d'avoir eu le courage de faire quelque chose à ce sujet. Elle accepta la lettre avec un sourire chaleureux. Je ne faisais que mon travail, Stéphanie. Non, je secouai la tête. Vous avez fait plus que ça. Vous m'avez montré à quoi ressemble une véritable intégrité professionnelle. Vous étiez prête à faire un choix difficile parce que c'était le bon, pas le plus facile. C'est le genre de médecin que je veux être. Notre travail commun sur l'initiative est devenu l'un des aspects les plus enrichissants de ma vie professionnelle. Nous avons élaboré des programmes de formation pour les professionnels de la santé afin de mieux reconnaître et répondre aux signes d'abus, créer des ressources pour les patients et établi des partenariats avec des services de soutien locaux. Chaque personne que nous avons aidée a ressenti comme une petite rédemption de ma propre expérience. Ma vie personnelle a également prospéré. Le groupe de soutien qui avait été ma bouée de sauvetage à mes débuts est devenu une communauté où je recevais et offrais de la guérison. Alicia et moi avons commencé une rencontre mensuelle pour les survivants afin de partager de l'art, de la poésie et des histoires dans le cadre de leur processus de guérison. Mélanie est restée mon amie la plus proche, sa loyauté pendant mes jours les plus sombres cimentant un lien qui ressemblait plus à de la famille que beaucoup de relations de sang.
Et en parlant de famille, tante Barbara est devenue une figure centrale dans ma vie. Sa maison est devenue ma destination de vacances, sa sagesse un guide à travers les émotions complexes de la création d'un nouveau type de famille lorsque l'original avait échoué. Grâce à elle, j'ai renoué avec des cousins que je connaissais à peine en grandissant, découvrant des relations non contaminées par la dynamique qui avait empoisonné ma famille immédiate. Plus surprenant encore, j'ai recommencé à sortir avec quelqu'un après des années passées à me concentrer exclusivement sur ma carrière. Daniel, un architecte gentil et attentionné que j'ai rencontré dans un cours d'art communautaire, m'a montré à quoi ressemblait une communication et un respect sain dans une relation amoureuse. Notre relation s'est développée lentement, construite sur l'amitié et les valeurs mutuelles plutôt que sur le besoin désespéré d'approbation qui avait caractérisé mes relations précédentes. À l'anniversaire de mon rendez-vous avec le docteur Hay, je me suis offert une retraite en solo dans une cabane au bord d'un lac. J'ai apporté mes peintures, mon journal et une pile de livres, dans l'intention de réfléchir au voyage de l'année. Assise sur le quai au coucher du soleil, regardant la lumière jouer sur l'eau, j'ai écrit dans mon journal. Il y a 1 an aujourd'hui, j'étais brisé à plus d'un titre que je ne le savais. Mes côtes étaient fracturées, mais aussi mon sens de l'identité, ma compréhension de l'amour, ma croyance en mes propres perceptions. Je pensais que dire la vérité me détruirait, que je ne pourrais pas survivre sans la famille qui m'avait à la fois façonné et déformé. J'avais tort. La vérité ne m'a pas détruite. Elle m'a reconstruite plus forte qu'avant. J'ai appris que le véritable amour n'exige pas le silence sur les abus. Une vraie famille, qu'elle soit liée par le sang ou par le choix, vous élève au lieu de vous retenir. La vraie force ne consiste pas à endurer les mauvais traitements, c'est avoir le courage de dire plus jamais ça. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. La relation avec mes parents reste compliquée et limitée. Kyle et moi ne pourrons peut-être jamais nous réconcilier. Il y a encore des jours de deuil et de doute. Mais pour la première fois de ma vie, je construis une fondation basée sur la vérité plutôt que sur la prétention, sur la connexion authentique plutôt que sur l'obligation, sur le respect de soi plutôt que sur le sacrifice de soi. Cela ressemble à une victoire. Cela ressemble à une guérison. Cela ressemble à un foyer. Alors que je suis assise ici à écrire ceci, je me demande combien d'entre vous ont été confrontés à des carrefours similaires dans vos propres familles. Avez-vous déjà dû choisir entre la paix et la vérité, entre la loyauté familiale et la préservation de soi? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si mon expérience a aidé ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir moins seule ou plus habilitée à demander de l'aide, alors le fait de la partager aura valu la peine. Veuillez aimer cette vidéo si elle a trouvé un écho en vous, vous abonner pour plus d'histoires de guérison et de transformation, et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite mieux. N'oubliez pas que, parfois, la famille que nous créons est plus guérisseuse que celle dans laquelle nous sommes nés. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bonne chance.